bonjour à chacun. Peut-être un mot d'où je parle et ce que j'ai pu faire ou ce que je fais. J'ai travaillé pendant 30-40 ans à l'École polytechnique comme chercheur et pour faire ces travaux sur les grandes crises, je suis allé voir autant de personnes que possible dans autant de pays que possible et à chaque fois, je demandais à des grands témoins ce qu'ils avaient vécu, les grandes surprises qu'ils avaient dû affronter et de m'indiquer premièrement quel univers pour eux représentait ces crises majeures, quels pièges et quelle grande surprise ils avaient vécu dans leurs expériences diverses, parce que c'était très souvent non pas une expérience, mais plusieurs. Quels pièges ils pouvaient discerner à travers leur expérience, quelles pistes ils pouvaient suggérer aux uns et aux autres. Et dernière question que je leur posais le plus souvent, c'est quelle préconisations ils avaient pour se préparer à ces univers de plus en plus complexes. Et c'est ce que j'ai essayé, moi, de retenir comme, à la fois comme approche dans les terrains que moi-même j'expérimentais, je travaillais. Et c'est sur cette logique que je pensais vous entretenir dans ce court moment. De quoi s'agit-il? Quels sont les pièges, quelles sont les pistes et comment se préparer. Ça a été ma ligne de travail sur ces sujets de plus en plus complexes et que l'on voit déferler aujourd'hui avec une vitesse de plus en plus grande. Voilà les quelques points que je pouvais partager avec vous avant de vous donner quelques éléments supplémentaires. Bien, je vous propose une intervention. Le titre est un peu long, méga choc, vortex systémique, etc. L'idée clé est de dire nous avions, en matière de gestion de crise, de préparation aux crises, déjà beaucoup de repères, beaucoup de réponses. Et voici qu'après 2001, World Trade Center, 11 septembre, après la crise financière, après les grands chocs sanitaires que nous avons connus depuis le SRAS, et en ce moment avec notre problème de Covid-19, nous voici plongés dans un autre univers. Et il est temps de revoir ce que nous avions, non pas pour l'oublier, mais de revoir pour ajuster assez considérablement tout ce que nous avions appris en gestion de crise, en préparation de crise. Et c'est un peu cela dont je voulais parler, en juste clarifiant quelques repères. Et je m'avancerai sur cette remarque d'un ministre de la Santé américain en 1976 sur une affaire de grippe aviaire. Il disait, de grippe porcine, pardon, c'est pas que nous n'avions pas les réponses, nous ne savions pas quelles questions nous poser. Et je pense que dans cet univers complètement ouvert sur lequel il faut réfléchir aujourd'hui. Le premier point, c'est de regarder quels sont nos défis. Un jour, je disais à Mike Granat, qui était le fondateur du centre de crise du Cabinet Office, Premier ministre en Angleterre, vous savez ce qu'on dit toujours dans les colloques, think outside the box. Et il m'a répondu, there is no box anymore. Et je crois que c'est vraiment le cœur du défi que nous avons à affronter, être capable de nous saisir d'un univers pour lequel nous avons perdu les cartographies. Et pour clarifier un peu la chose, je dirais, on avait l'habitude de traiter d'événements, sachant que tout ce qui était fait en gestion de crise, quelque part, était enfant de l'accident, des secours, cet univers-là de réponse d'urgence. Nous sommes passés de l'événement à des déclencheurs systémiques avec des phénomènes de fusion à toute vitesse dans toutes les directions à partir d'un déclencheur. Nous avions l'habitude d'avoir des incertitudes, c'est-à-dire qu'on a les éléments de repères fondamentaux et autour, il y a des points qui demandent à être clarifiés. Et tout d'un coup, ce sont ces repères fondamentaux que l'on connaît qui passent dans l'inconnu. On n'a pas le modèle. Les autorités avaient l'habitude d'avoir
l'information et de pouvoir la donner, de pouvoir être cru, on s'aperçoit qu'on est dans des dynamiques de délégitimation. On avait la communication, on avait la théorie, A, B, l'émetteur, le récepteur, les canaux, et tout d'un coup, ça devient complètement explosé avec des matières, ça devient une matière à connexion qui va dans tous les sens et avec des modalités extrêmement différentes, qu'il s'agisse d'un discours ou d'un phénomène sur réseaux sociaux. Les socles étaient considérés comme tenus avec des sociétés, avec leurs armatures, avec les liens entre les uns et les autres, et on s'aperçoit que tout ça, aujourd'hui, ce sont des univers en surfusion dans lesquels le moindre choc peut provoquer des prises en masse à très très haute vitesse. Et donc, comme on dit souvent, il faut revenir aux fondamentaux, mais où sont les fondamentaux lorsque on a perdu ces cartographies qui étaient l'identité de nos systèmes et la manière de faire. Voilà, on va se retrouver assez rapidement dans ces univers qui passent de l'accident à l'engloutissement. Comment faire? Tout de suite, prendre conscience qu'on est exposé à des grands pièges parce qu'on est tellement surpris, tellement choqué que les réactions premières ou les non-réactions premières seront dans ces univers que j'appelle ceux des pièges. J'ai cité ici Marc Bloch, on ne pouvait pas penser cette guerre, on ne pouvait que la perdre. C'est-à-dire que si on n'est pas préparé, on va foncer dans une direction parce qu'il faut bien faire quelque chose, mais avant d'avoir réfléchi. Alors, ces pièges que l'on connaît très souvent dans ces univers, c'est la tétanisation. Le système se crispe et se met en très, très grande crispation et on ne sait plus. On fait assaut de blocage et on bloque le questionnement, assaut de réponse, on bloque le questionnement, surtout pas de questions, vite les réponses. L'expertise est là, prête à donner tout ce qu'elle sait depuis tout le temps. Or, tout d'un coup, elle s'aperçoit que sa carte n'est plus la bonne et que les cartes mutent à très très haute vitesse en plus. Donc, cette course infernale de l'expertise est extrêmement déstabilisante pour des gens qui avaient passé leur vie à clarifier ce qu'ils savaient. Et comme disait un professeur à New York, il avait invité des gens, des experts, pour leur faire parler de leur ignorance. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce que l'expertise peut faire face à des univers dans lesquels le point central est un point d'interrogation? La communication implosée, parce que les règles habituelles ne fonctionnent plus et on ne sait plus par quel canal passe quoi et avec quelle tribu, etc. Fuite dans les régressions, alors ça, on en a vu beaucoup d'exemples ces dernières années, et avec cette fascination qu'on a pour la non-vérité et pour la vérité alternative, parce que ça protège. Et le leadership, dernier point, en situation extrêmement difficile, et là encore, pathologie normale, qu'est-ce que je fais lorsque je n'ai plus la bonne expertise, la bonne réponse, le bon levier qui a été préparé déjà par la planification? Tout d'un coup, je me retrouve avec une carte qui est blanche, une feuille blanche, et c'est à moi de piloter dans cet univers extrêmement bousculé. Voilà pour les pièges. Pour aller rapidement, je passerai à quelques pistes. La première que je dirais, évidemment, il y a à traiter les hémorragies pour que le système ne soit pas mort avant qu'on ait commencé à reprendre pied sur quelque chose. Mais tout de suite, capacité à prendre du recul. Ça, c'est vraiment important, sachant que le premier effet, quand on se retrouve dans un univers non balisé, le premier effet, c'est la destruction de cette capacité de prise de distance et de prise de recul et prise d'intelligence pour appliquer du jugement là où on n'a que du réflexe mais déjà préprogrammé qui ne fonctionne plus, qui n'embraye plus sur la situation. Et donc, la grande difficulté, ça ne va pas être de faire assaut de réponse, ça va être d'endosser les questions, d'aller chercher quelles sont les bonnes questions à se poser, sachant qu'on n'a plus la carte fondamentale. Piloter l'expertise, c'est-à-dire non pas « Monsieur l'expert, qu'est-ce que vous avez à me dire, qu'est-ce que je fais ?» mais d'être capable de dire à tout moment qui peut me dire quoi, avec quelle fiabilité et dans quel délai, pour tout de suite prendre en charge l'expertise dans sa difficulté
à donner quelque chose de clair à celui qui doit exercer la décision. Décider des futurs parce que il est impossible de rester cloîtré dans un tout petit cercle qui serait aujourd'hui, etc. Qu'est-ce que je peux donner comme perspective, sachant que chaque perspective sera mise en cause par les mutations des difficultés que je vais devoir traiter. Poser des jalons pour savoir qu'est-ce que l'on fait maintenant, demain, dans 15 jours, autant que cela est possible, et en sachant que chaque jalon qui est posé est un jalon provisoire et sur lequel il faudra constamment travailler. Et évidemment, la question de retisser en permanence la confiance, et qui va se retisser non pas en démontrant à chaque fois que j'ai la bonne réponse, mais au moins, parce que chacun est conscient de la difficulté de l'affaire, au moins clarifier que l'on est totalement ouvert sur les questions à se poser et que l'on sait piloter ce questionnement avec les autres sur une situation qui, je l'ai dit, n'arrête pas de muter. Et ce sont ces quelques repères clés qui doivent être intégrés pour nous aider. Je pense que la méthode technique opérationnelle, c'est de disposer de ce que j'ai appelé force de réflexion rapide, c'est-à-dire un petit groupe, ça peut être beaucoup de modalités différentes, mais un petit groupe de gens qui ne sont pas les mains directement sur le guidon, mais qui sont en recul pour se poser au moins 4 questions. Quelle est l'essence du sujet? C'est quoi effectivement le problème qui se pose? De quoi s'agit-il effectivement? Parce que très souvent, on fonce, mais on n'a pas qualifié la situation. C'est quoi le sujet? C'est quoi le problème? Deuxième élément, dimension fondamentale à regarder tout de suite avant qu'on s'engage, quel piège majeur éviter? Parce que c'est très tentant de foncer, mais dans la mauvaise direction. Quelles sont les nouvelles cartes d'acteurs? Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, surtout quand on passe à l'échelle internationale et avec des réseaux, etc. Et puis, pour être extrêmement pragmatique, est-ce que j'ai une ou deux combinaisons d'initiatives créatrices à proposer? Ça ne pourra pas être une action, ça sera des combinaisons, et à chaque fois, ce sera en dehors de ce qu'on aurait fait normalement dans une situation complètement connue. Et passer constamment sur ces 4 questions, dans des petits groupes qui sont capables de travailler là-dessus, dès l'origine, dès la sensation qu'il y a un problème, et je ne parle pas ici seulement de signaux faibles, mais de signaux aberrants, il se passe quelque chose qui ne rentre pas dans les cartes habituelles. Voilà cet outil, cette démarche, cette méthode qu'on peut utiliser pour ne pas se faire piéger immédiatement dans une situation compliquée. Et enfin, comment se préparer à cela? Nous avons l'habitude d'avoir des séances de formation dans lesquelles on a préparé tel ou tel scénario pour lequel on a telle ou telle réponse et on entraîne les personnes à effectivement faire de la coordination, faire de la communication pour que les réponses prévues soient effectivement avec efficacité développées. Aujourd'hui, c'est une toute autre préparation et j'ai clarifié ici en 3 points. Le problème n'est pas de prévoir l'imprévisible avec une série exhaustive de scénarios possibles, mais de s'entraîner à faire face à l'imprévisible. N'est pas d'avoir des plans pour éviter d'être surpris, mais de s'entraîner à être surpris. Et n'est pas d'avoir réponse à tout, mais d'être créatif dans l'inconnu. Et ça suppose d'autres formes de préparation dans lesquelles les uns et les autres qui viennent se préparer à cela sont capables de se mettre du côté de la crise pour travailler sur des questions qui pourraient se poser et ensuite travailler sur au moins les 4 questions que j'indiquais. De quoi s'agit-il dans une situation pareille qui va en général coupler plusieurs phénomènes hors cadre qui seront concomitants et qui vont nous poser des problèmes de cartographie fondamentale. Quels sont les pièges? Avec qui je vais devoir travailler? Et si j'avais cette situation, quelles sont les combinaisons d'initiatives créatrices que je pourrais avoir pour reprendre la dynamique de cette affaire? Et je terminerai en vous citant une phrase que je trouve vraiment très intéressante. C'est un vice-président de la Silicon Valley qui disait à ses cadres: « Désormais, votre champ de responsabilité, c'est l'inconnu. Donc, ne me demandez pas toutes les réponses. Soyez avec moi au front des questions pour inventer en permanence avec d'autres
des chemins dans cet inconnu. Et donc, l'inconnu, c'est le départ de nos responsabilités aujourd'hui et non pas le point d'arrivée à partir duquel on n'est plus responsable. Intelligence et responsabilité sont à développer sur ce terrain de l'inconnu de plus en plus rapide et sur lequel il faut se mettre en phase et se mettre en capacité à évoluer et à inventer avec d'autres. Voilà, ça reste extrêmement délicat, mais c'est le terrain sur lequel nous devons aujourd'hui travailler. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour tout le colloque. Merci.